aujourd'hui, c'est de nouveau les interventions non médicamenteuses qui sont à l'ordre du jour. C'est un format qui permet à des professionnels de toutes origines d'avoir d'abord de l'information et puis ensuite d'échanger. Donc c'est très informel et très souple. Donc encore une fois, bienvenue. Ce soir, nous avons deux intervenants. Le professeur Grégory Ninot, qui est président de la Société savante NPIS et qui est membre de notre comité scientifique, qui est très important pour notre fondation, parce que c'est ça qui permet d'asseoir nos interventions sur une base qui soit non contestable du point de vue scientifique. Et le professeur Laure Joatel, directrice du pôle médical et médico-social chez Elena Santé. Et les deux ont contribué déjà à des travaux de la Fondation que je ne rappellerai pas dans le détail, mais enfin qui sont liés notamment à la rédaction de ce guide sur les interventions non médicamenteuses. Nous allons continuer dans cette voie, tellement nous sommes convaincus que tant qu'il n'y a pas de médicaments qui soient réellement curatifs, il faut utiliser toutes les autres voies. Et il y a des voies qui ne consistent pas simplement à rendre la maladie moins intolérable, mais qui peuvent influer sur son développement et notamment retarder. Et qui dit retarder, peut dire aussi, dans certains cas, que les personnes ne mourront pas de cette maladie parce qu'ils n'auront pas eu le temps de l'attraper. Et il y aura d'autres choses qui seront intervenues dans l'intervalle. Donc nous continuons, nous allons préparer un guide qui étendra le sujet avec les maladies autres qu'Alzheimer, mais qui sont quand même voisines, telles que la démence frontotemporale ou bien la maladie à corps de Lévy. Et nous espérons sortir ça au second semestre de 2025. Et par ailleurs, nous allons lancer une étude multicentrique pour essayer de démontrer l'efficacité de la gym douce comme intervention non médicamenteuse. Alors, encore une fois, c'est des études parce que il faut, on prouve ou on ne prouve pas. Si on peut en parler de l'intervention non médicamenteuse, tout le monde a son idée sur le fait que ça fait du bien d'écouter de la musique ou de visiter des musées. Mais oui ou non, est-ce que dans une démarche scientifique, on peut prouver quelque chose? C'est ça qui nous anime et que nous allons essayer de développer. Et alors on a lancé un appel à projet et décidé d'augmenter de façon importante l'enveloppe. C'était 50 000 €, ça va passer à 350 000 €, ce qui va nous permettre de ne pas écarter par des classements trop étroits des idées qui méritent d'être testées. Toutes ne seront pas productives, mais elles méritent d'être testées. Voilà ce qu'on va faire. Et sans tarder, je cède la parole au professeur Ninot. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est évidemment un honneur d'être ici à plusieurs titres. D'une part, parce qu'effectivement, vous nous hébergez en tant que société savante. Donc, merci à la directrice générale de la FMA, Christine Tabuenka, et merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accorder un petit peu de place chez vous. Parce qu'on est une association de loi 1901 d'intérêt général, à perspective d'intérêt public. Et on a construit ça, vous allez voir, on va en parler. Je présume que dans la salle, si vous êtes là, c'est que forcément, INM, ça parle, donc je ne vais jamais dire intervention non médicamenteuse. On est bon pour tout le monde?
INM, ça va? Très bien. Donc on va essayer d'être un petit peu interactif, mais ensuite Laure Joatel va continuer sur la partie appliquée et encore plus appliquée, en particulier sur les questions de maladie d'Alzheimer. Donc je vais essayer de vous brosser un petit paysage de là où on vient et là où on va, et j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. La première annonce, c'est que ce mot, il existe depuis 2003. L'Organisation mondiale de la santé dit le mot intervention non médicamenteuse depuis 2003. Et on a eu l'occasion de l'écrire ou de le partager. Souvent, c'était 2011 et que les Français connaissent notamment le document de la Haute Autorité de Santé publié en 2011 qui dit qu'il faut prescrire des interventions non médicamenteuses. Mais lorsqu'on regarde un peu ailleurs que la France, et les Français n'ont pas non plus le monopole de l'intelligence sur les interventions non médicamenteuses, les Anglais, apparemment, ils étaient un peu avant nous, ce qui est un peu ralent, mais quand même, vous voyez, en 2007, c'est le grand centre, on va dire l'INSERM HAS, c'est un peu plus compliqué les Anglais, mais en tout cas, mentionner déjà le mot intervention non médicamenteuse, la CNSA, et dont vous avez certainement contribué également à faire glisser ce petit mot dans l'item 83, je crois, de plan des maladies neurodégénératives. Donc c'est grâce à vous que ce mot a été introduit. Mais bon, officiellement, c'est la CNSA qui le mentionne. Vous voyez le NIH, donc la grande organisation américaine, parlait déjà d'intervention non médicamenteuse. Le ministère de la Santé 2018, le Conseil médical en Inde parle d'intervention non médicamenteuse, en particulier pour le diabète de type 2. De la même façon ici, le Haut Conseil de la Santé publique, le Grand Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les Belges en parlent également en 2021, et vous voyez ici la Commission européenne mentionner le mot intervention non médicamenteuse. On peut continuer. Les Australiens, le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, emploie ce mot-là. La CNAM a commencé à en parler en 2024, et la Cour des comptes a commencé à en parler également en 2024. Et vous voyez ici le dernier, les Suisses, c'est important. Si les Suisses en parlent, c'est que vraiment c'est un mot qui finalement passe dans le langage commun, mais dans la réalité de ce qu'on entend dans le mot intervention non médicamenteuse, on peut faire un petit tour et un petit inventaire. Vous voyez ici, on a quelques synonymes, 32 synonymes. On va parler de... Non, intervention non médicamenteuse, ce sont des chirurgies. Non, mais intervention non médicamenteuse, c'est des remèdes naturels, ou non, c'est des pratiques hygiéno-diététiques, des pratiques non conventionnelles de soins. Donc le mot, effectivement, est utilisé depuis 2003, mais la réalité de ce qu'on y met derrière, c'est beaucoup de choses. Et donc notre travail a été de dire, parce que les professionnels font des interventions non médicamenteuses depuis longtemps, si vous connaissez un petit peu un monsieur grec sur l'île de Kos qui s'appelle Hippocrate, il y a 2500 ans, il disait déjà que des régimes adaptés, des activités physiques spécifiques pouvaient avoir un impact tout à fait significatif sur la santé. Donc on en fait, des professionnels en encadrent, mais sans véritablement savoir précisément. Et le gros problème que les professionnels ont, c'est qu'ils réinventent à chaque patient en disant on a des modèles physiopathologiques d'un côté ou des modèles psychopathologiques de l'autre, on a des techniques, et puis débrouillez-vous. Et donc à chaque fois, on réinvente la poudre et il n'y a pas de progrès qualitatif sur les protocoles, et à chaque patient, à chaque personne, on repart à zéro et on ne se passe pas forcément les bonnes informations, et après avec des dérives, des abus dans tous les sens. Et donc on avait créé en 2011, à l'issue de la publication de la Haute Autorité de Santé, une plateforme à Montpellier, il y avait des jeunes et encore un peu motivés, et sur lequel cette plateforme universitaire était, au-delà d'un laboratoire, l'idée qu'il fallait absolument réfléchir avec des usagers. Donc on a inclus des patients, on s'est fait taper dessus par l'université parce que des patients venaient à l'université alors que c'était illégal en 2011. On a invité des praticiens également à venir pour réfléchir à comment on peut évaluer les interventions non médicamenteuses. Et on a publié un papier en 2019, qui a été un papier important, pour voir quels étaient les paradigmes, les évaluations, et comment on pouvait évaluer les interventions non médicamenteuses et comment on pouvait les définir. Et on a trouvé, alors je vous donne l'exemple, pour le médicament, il y a un paradigme de validation du médicament avec un enchaînement de types d'études, des phases 0, 1, 2, 3, 4, un seul modèle depuis les années 70. Et à part Didier Raoult, tout le monde sait comment on valide un médicament.
Et le gros problème, c'est que dans les interventions non médicamenteuses, notre publication de 2019 a montré qu'il y avait 46 modèles. Donc s'il y a 46 modèles d'évaluation des interventions non médicamenteuses, certains vont dire bon, on fait de la recherche qualitative, d'autres vont dire on fait de la recherche action, d'autres vont dire ben non, il faut plutôt faire des essais randomisés contrôlés en double aveugle, et ainsi de suite. Donc il y avait une cacophonie d'évaluation, et s'il y a une cacophonie d'évaluation, ça veut dire qu'il n'y a pas de validation, et s'il n'y a pas de validation, il n'y a pas de pratique. Donc le praticien finalement apprend et se débrouille lui-même, et il n'y a pas d'avancée. Et il y a quasiment 70 ans, pour le médicament, ils se sont mis d'accord entre les praticiens, les professionnels, les autorités, pour créer un modèle concerté, consensuel, et qui aujourd'hui fait figure de principe de validation. Et donc on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter à une plateforme universitaire, parce que souvent on cale des armoires avec des livres, avec des publications, même s'ils sont parfois importants, et il faut en passer. Un de mes maîtres, qui s'appelle Henri Pujol, m'a dit il faut absolument qu'on crée un machin qui s'appelle une société savante. Bon, on ne savait pas trop ce qu'était une société savante à l'époque, donc une société savante est là, non pas pour faire de la recherche, c'est un élément important, mais pour soutenir le développement de la recherche et pour faire des consensus et des états de la science. Dont la Covid, on a vu, et si vous ne savez pas quoi faire, vous écoutez Étienne Klein, c'était magnifique ce qu'Étienne Klein a dit, entre la différence entre, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, la recherche doit progresser, mais à côté de la recherche, il y a la science qui fait le tour des études pour avoir des consensus scientifiques pour recommander des pratiques. Et Étienne Klein le dit très bien et bien mieux que moi, on peut se poser des questions. Est-ce que la Terre est plate ou la Terre est ronde? Il y a 16% des Américains qui croient que la Terre est plate. Ils croient encore. Mais la recherche a démontré que la Terre est ronde. Malgré tout ce qu'on peut voir dans la réalité, tout est fait pour dire que lorsqu'on regarde l'horizon, etc., la Terre a l'air plate. Parce qu'on a un lac, l'eau, elle est plate. Et pourtant, effectivement, malgré nos intuitions, la recherche a démontré, il y a un consensus scientifique autour de ça. Et donc, notre société savante, comme d'autres, sont là pour effectivement établir une photographie et pour faire des recommandations que les professionnels vont pouvoir utiliser ou pas. Et ça va être un élément important dont on va parler, et Laure va le réévoquer, en disant que la société savante fait des recommandations en disant là, on sait que ça marche, mais après, c'est aux professionnels à choisir si effectivement ils l'utilisent ou pas, s'ils le combinent ou pas avec des médicaments, des chirurgies. Okay, donc on a lancé cette société savante, NPIS, Non-Pharmacological Intervention, avec une idée première qui était, ben en fait, une intervention non médicamenteuse, est-ce qu'elle est valable que pour la France, ou est-ce qu'on peut l'exporter? Et cette réflexion était, est-ce qu'on fait une société savante française, une société savante francophone, européenne ou internationale? Et en fait, un protocole d'intervention non médicamenteuse qui fonctionne bien, bah peut-être qu'il ne fonctionne pas rien en Belgique. Mais finalement, peut-être qu'il fonctionne aussi en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et on s'est dit que si on développe une connaissance sur ces interventions non médicamenteuses, autant les partager largement et que effectivement ce soit valable pour, et vous allez voir, l'ensemble des pays, parce qu'il y a peut-être des bonnes pratiques qui se font loin, qu'on ne connaît pas en France, au détriment des personnes qui peuvent être malades ou fragiles ou à risque de maladie. Et donc on a lancé une démarche de consensus, je vais passer vite si vous voulez, on en reparlera soit maintenant, soit après, mais en tout cas une démarche qui est une usine à gaz, donc je vous la fais courte, d'essayer de mettre d'accord 1000 Français. Juste pour vous dire. Spécialistes de la santé, en effet, ou des patients, biostatisticiens, membres de l'Académie de médecine, des spécialistes de bio, des spécialistes de sciences humaines, des spécialistes, on a discuté donc avec des spécialistes de sciences humaines, des économistes de la santé et autres, et on a fait un grand brainstorming géant qui a permis, de façon transpartisane, au sens de on n'est pas là pour défendre telle ou telle pratique, mais de dire comment on pourrait évaluer sérieusement ces pratiques en prenant le meilleur de chaque recommandation internationale et en suivant les recommandations classiques, des approches en patient et de la pratique fondée sur les preuves.
Et donc on a fait une phase d'élaboration pendant 1 an, puis après une phase d'amélioration, puis après une phase de vote. Certains d'entre vous ont peut-être pu voter, je vous remercie si vous avez voté au moment du vote, 503 votants. On a consulté les autorités, les agences, on a consulté l'ensemble des organisations françaises, et puis ensuite on a restitué au ministère, vous voyez ici le 14 septembre 2023, l'ex-DGS, puisqu'il est parti il y a 2 jours, si j'ai bien compris, Grégory Emery, juste il y a quelques jours, donc, le directeur général de la santé, donc le monsieur du ministère de la Santé qui a vraiment beaucoup de poids. On a fait une présentation au Sénat où il y avait tous les représentants, et évidemment en particulier l'IGAS, le ministère, l'assurance maladie et tous les gens qui payent également ces interventions. La Haute Autorité de Santé en 2023, le 7 novembre, l'assurance maladie, la CNSA, la Santé publique France, Académie de médecine, le CESE, enfin, on les a tous faits en disant est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous trouvez que c'est bien notre modèle, oui ou non, et effectivement ils ont soutenu ce modèle. Donc concrètement, on a établi, à travers ce travail de consensus, une définition. C'est un protocole. Ça va être un élément très important. Donc si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes intéressé aux maladies neurodégénératives ou neuroévolutives, et sur lequel effectivement la question est un protocole. Donc l'activité physique n'est pas une intervention non médicamenteuse. Le mode de vie n'est pas une intervention non médicamenteuse. L'alimentation n'est pas une intervention non médicamenteuse. C'est un mode de vie. En revanche, un protocole à durée déterminée visant à améliorer un marqueur de santé va devenir une intervention non médicamenteuse. Donc ce n'est pas pour la vie, c'est pour un temps donné. Et ça donne après une perspective de prévention ou de soins efficaces, je vais y revenir, personnalisé. Donc ce n'est pas une recette bête qu'on va appliquer, mais évidemment on va le personnaliser en fonction des individus. Non invasif, c'était un peu redondant, mais pour dire attention, on ne fait pas la chirurgie. Intervention non médicamenteuse, INM, ce n'est pas de la chirurgie. Référencée, je vais en reparler, encadrée par un professionnel qualifié. Donc on n'est pas là pour dire une intervention non médicamenteuse est un anti-médicament, mais au contraire, quelque chose qui peut, en fonction des décisions en particulier des médecins, des combinaisons avec différentes solutions. Et il y a 3 dominantes. Une dominante psychosociale, corporelle ou nutritionnelle. Et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, oui, effectivement, diminuer l'impact d'une maladie, la retarder, mais aussi, on l'a rajouté, guérir. Parce qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui guérissent. En particulier, je prends un exemple, mais des troubles du sommeil. C'est pas juste exotique. En première intention, des médecins devraient aujourd'hui prescrire en première intention une thérapie cognitivo-comportementale contre les troubles du sommeil. Ben non, il y a eu un réflexe largué à main nue de certains médicaments. Ben non, aujourd'hui, toutes les sociétés savantes sont d'accord pour dire qu'il faudrait prescrire en première intention. Voilà, ce n'est pas encore le cas, mais vous imaginez le travail qu'on a à faire, et ce sera ma conclusion. Le deuxième point a été de dire, donc une intervention non médicamenteuse, ça se décrit. Donc se décrire veut dire qu'il y a une indication, c'est pas juste l'idée de on va divertir. Non, il y a une indication de santé, et on vise à améliorer un marqueur de santé. La danse n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais une danse thérapeutique ciblée, peut-être va l'être sur, pourquoi pas, des personnes qui ont Parkinson et sur lesquelles on va viser une amélioration d'un indicateur principal. Il y a des bénéfices secondaires, il y a potentiellement des risques qui ont été identifiés avec des précautions d'usage qui vont être utilisées. Il y a des mécanismes, ben oui, il y a des mécanismes explicatifs, qu'ils soient physiologiques ou qu'ils soient psychosociaux, mais il faut qu'il y ait des mécanismes. Ce n'est pas la connexion avec la Lune ou la connexion avec Mars, c'est effectivement des explications qui ont un fond rationnel. D'autre part, il y a une population cible. Si ça marche chez tout le monde, c'est une activité sociale. On entend souvent dans Alzheimer la musique. La musique est une activité sociale. Écouter Charles Trenet ou écouter d'autres types de musique et d'échanger avec des personnes dans un EHPAD, c'est effectivement une activité sociale. Et c'est génial, et ça peut être intergénérationnel ou autre, c'est une activité sociale, de lien social. Mais ce n'est pas une visée de santé. Si c'est le cas, ça va être une musicothérapie ciblée avec des questions sur lesquelles on aura réfléchi, c'est notre élément, sur la question de dose. Pourquoi? Parce que si je fais une séance de musicothérapie tous les mois, l'impact sur le cerveau, il est nul. Donc exactement comme le médicament, il y a la question de dose. S'il n'y a pas suffisamment de séances, s'il n'y a pas suffisamment de stimulation, ça n'a pas d'effet, ou juste de divertissement. Mais c'est de la musique.
Si c'est de la musicothérapie, c'est combien de séances et ça doit être réfléchi. Et pourquoi il y en a une ou deux ou trois, ou je ne sais, peu importe le nom. Et donc des conditions d'utilisation. Un professionnel qui va être chargé de la mettre en œuvre, attention, ça ne peut pas être n'importe qui dans n'importe quelle condition. Mesmer fait bien de l'hypnose, oui, mais c'est du spectacle, l'hypnose. Il peut y avoir de l'hypnothérapie, mais ça ne se passe pas sur une salle de spectacle ou n'importe où dans la rue, on a bien un cadre particulier. Et ensuite, on en reparlera, mais vous vous rappelez, donc un modèle de validation des médicaments, et donc on arrive à un modèle de validation des interventions non médicamenteuses, avec souvent on entend, vous êtes obligé de faire des essais cliniques, je vais revenir sur la Fondation Médéric Alzheimer qui soutient cette idée, mais on ne fait pas que de la recherche pour tenter de faire un essai clinique tentant de prouver l'efficacité, il faut aussi pouvoir décrire l'intervention. Et donc, on a fait des recommandations, 77, éthiques et méthodologiques, pour faire des interventions prototypiques. Peut-être que vous ne connaissez pas dans vos formations, en tout cas, ce genre d'études qui permet d'identifier très précisément les interventions. Et un autre point important, c'est, oui, des essais cliniques, mais un autre point important, c'est l'implémentation. Parce que ce n'est pas parce que ça marche au Canada que ça marche nécessairement en France, ou ça marche en Chine, ça marche en France. Donc ces études d'implémentation vont être aussi des sujets importants, on pourra y revenir. Donc pour faire court, c'est quoi une intervention non médicamenteuse dans le domaine de l'Alzheimer? Eh bien une que vous connaissez probablement, c'est celle-là, la thérapie de stimulation cognitive. C'est pas très loin, c'est en Angleterre, ça a été développé en Angleterre. Mais est-ce que vraiment dans toutes les facs de psycho on en parle? Est-ce que dans les facs de neuropsycho on en parle? Est-ce qu'à chaque fois on a bien compris quelle était l'intervention, comment elle se passait et autres? Est-ce que tous les médecins sont au courant? Est-ce que tous les gériatres sont au courant? Est-ce que tous les neurologues sont au courant de l'intervention? Oui, ils vont dire stimulation cognitive et vous débrouillez chez le psy, vous verrez bien. Et là, parfois le psy ne fait pas exactement cette thérapie, mais ils peuvent être dans une autre perspective. On a la même chose sur la question, et je pourrais passer beaucoup de temps pour décrire ça, le gériatre qui s'appelle Campbell, qui donc est en Nouvelle-Zélande, qui a inventé une méthode de prévention de la chute chez les personnes de plus de 80 ans. Il a pu montrer qu'il va économiser 30% de chutes accidentelles, ça coûte à l'assurance maladie 2 milliards d'euros par an. Il a montré qu'on faisait 30% d'économie de chutes accidentelles conduisant à des hospitalisations par ce programme Otago. Quel médecin, quel spécialiste kiné connaît le protocole Otago? Non, juste qu'il faut faire de l'activité physique. Mais non, pour les personnes de 80 ans, la recommandation de santé publique bouger plus met en danger les individus parce qu'effectivement, ils vont s'exposer à des chutes. Et donc, il faut faire des programmes qui vont être spécialisés pour renforcer l'aptitude aux personnes à, effectivement, si elles chutent, de ne pas se faire mal et d'avoir une coordination et un renforcement musculaire leur permettant d'éviter des chutes. Et là encore, preuve à l'appui, médico-économique, et l'impact sur les familles et l'impact sur les personnes, évidemment, autour de ça. Donc, ça s'appelle le programme Otago, connu dans le monde anglo-saxon. Donc Nouvelle-Zélande, c'est parti en Angleterre, c'est parti en Hollande. Par contre, en France, quasiment, au cas où j'ai fait un cours en 5e année de médecine, jamais le mot Otago n'a été connu ou reconnu. Donc, de notre travail de réflexion universitaire et de notre première partie de Société Savante, donc 3 ans, 2021-2024, on est parti sur la demande de l'assurance maladie de la CNSA de fabriquer un référentiel. Ben oui, il y a un vidage des médicaments. Et bien pourquoi ne pas fabriquer un catalogue? Après, évidemment, chacun fera comme il veut, de l'utiliser ou pas, mais au moins qu'en tant que société savante, on fasse ce travail. Et donc, on a lancé en octobre 2024 ce référentiel des interventions non médicamenteuses et sur lequel vous allez pouvoir simplement repérer la problématique de santé que vous voulez trouver et vous aurez les interventions non médicamenteuses à dominante psychosociale, corporelle ou nutritionnelle qui vont être à disposition. Et tout ça, évidemment, gratuit. On est une société savante d'intérêt général, je l'ai dit, mais public, et on espère d'utilité publique, pour partager les meilleures connaissances et de fabriquer finalement ces interventions. Donc, une version, et vous pouvez aller voir, une version donc, pour les professionnels
détaillé avec toutes les justifications bibliographiques. Souvent, on vous demande dans vos établissements « Ah oui, mais il faudrait que vous me donniez les publications spécifiques sur cette intervention. » Eh bien, vous avez dans le document l'ensemble des publications qui justifient effectivement la qualité scientifique de ces interventions, ces traitements non médicamenteux. Et vous avez également un code, et ce code va permettre une traçabilité, je vais y revenir parce que c'est un élément peut-être que Laure pourra l'illustrer, mais ce code veut dire qu'elle est traçable. Notre ami Elon Musk veut que des robots dans à peu près 20 ans, soignants. Il veut uniquement que des machines qui vont soi-disant être dans les EHPAD et traiter. Donc c'est la vision transhumaniste. Et de l'autre, vous avez des gens, on va dire, fondés sur l'ésotérisme, qui veulent absolument plutôt faire des pratiques un peu ambiguës sur lesquelles on ne sait pas exactement si on fait du divertissement ou si on fait du soin. Maintenant, on peut avoir un vrai suivi, non pas des actes de kiné, des actes de neuropsycho, des actes de diète, des actes d'ergothérapeute, des actes de... Non, des protocoles. Ça veut dire que si on suit des protocoles, on va pouvoir les combiner et on va pouvoir, grâce aux intelligences artificielles, les retrouver dans les bases de données. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on repère des actes ou des séances chez le kiné, chez le psy ou autre. Et donc, grâce à ça, effectivement, ce code va être diffusé. Donc, c'est très très simple. C'est effectivement l'idée d'une décision, d'une mise en œuvre. Et un point qui est extrêmement important, c'est qu'on va faire vivre ce référentiel. Il va être numérique. Ça veut dire qu'on va collecter les retours d'expérience pour améliorer les bonnes pratiques, à la fois pour les professionnels, et à la fois, effectivement, sur le plan de l'explication aux usagers. Comment on explique ces interventions? Donc vous imaginez le travail qu'il y a à faire, il est conséquent, et on voudrait remercier tous les soutiens qu'on a aujourd'hui, et là récemment donc, avec la Haute Autorité de Santé donc, qui nous a rejoints dans cette aventure qui est gigantesque évidemment, mais on a des complémentaires santé, on a les collectivités territoriales, des fondations, merci encore Monsieur le Président, merci Madame la Directrice Générale, vraiment. On est ravis de ça, des associations de patients comme la Ligue contre le cancer et de la santé, et des groupes qui croient effectivement qu'on peut arriver à simplement aller plus loin que des interventions généralistes. Et notre rêve, il est celui-là. Donc lorsque vous regardez l'OMS, un des documents qui a été publié en 2023, et j'ai trouvé ça bizarroïde, hein, mais effectivement, c'est les médecines essentielles en 2023, selon l'OMS. Et il publie ce rapport. Et il y a quoi? Il y a 503 médicaments. Et 0 intervention de médicamenteuse. Comme s'il n'y avait que le médicament qui soignait. Mais ça, c'est la vision qu'on avait, nous, du siècle dernier, du millénaire dernier, mais c'est fini. Et donc, notre espoir, c'est effectivement qu'on ait, d'ici 2030, au moins 500 fiches INN. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 jours et demi, on était à Lyon, à l'Académie de l'OMS, et qu'on est en train d'avancer en disant, bah non, notre travail, il est de fabriquer un patrimoine universel de ces interventions non médicamenteuses, et que finalement, ce soit partageable, donc c'est directement traduit, avec l'idée que ce soit utilisable de partout. Donc c'est un champ qui est évidemment considérable, mais en même temps, lorsqu'on se replonge dans les années 1970, et qu'on regarde comment était le médicament, c'était les pharmaciens qui étaient un peu au feeling et qui pesaient les médicaments, qui les arrangeaient et qui finalement les proposaient aux patients. Et il y a eu toute une réflexion collaborative, courageuse, pour arriver aujourd'hui à qu'effectivement on sait quel médicament, dans quelles conditions et pourquoi. Et il y a eu des progrès considérables grâce à la recherche et grâce à la science. Et bien on pense qu'on sera là, on donne rendez-vous évidemment dans 60 ans, pour qu'on soit à peu près au même niveau qu'eux dans ce sujet. Donc voilà, la société savante NPIS, elle fait quoi? Elle fait des rencontres pluriprofessionnelles, donc régionales. Donc on est en train de forcer les ARS à se sensibiliser, les gérontopoles également. On est en train de discuter avec la Nouvelle-Aquitaine pour faire un événement en Nouvelle-Aquitaine sur les problématiques des personnes âgées, et que chaque ARS finalement découvre, vous connaissez sûrement le mot éducation thérapeutique, et sur lequel il est complètement ahurissant que dans chaque ARS, on doit revalider les protocoles de TP. Si vous êtes là-dessus, vous voyez de quoi je parle, c'est complètement aberrant. Je ne vois pas pourquoi en Nouvelle-Aquitaine, ce serait différent des Hauts-de-France et de l'Île-de-France pour un protocole de TP. S'il est validé scientifiquement, il est.
Est-ce qu'on a demandé à un pharmacien, une fois qu'il a vendu un médicament, d'aller vérifier si le médicament il est compatible? Ben non. Donc il y a une confiance qui est faite, effectivement, et donc il y a une chaîne qui a été créée. Donc c'est notre travail. Donc vous êtes les bienvenus. On fait un congrès. On en est au 13e congrès qui va se passer à la Cité universitaire internationale. Je ne suis pas filmé, d'accord, hein, donc voilà, le scoop, c'est que c'est la première fois qu'on va avoir un ministre à l'exercice qui a accepté de venir. Donc c'est la première fois. Mais pas pour nous, hein, je pense qu'il vient parce qu'il a compris qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et qu'effectivement c'est un changement. Il y avait un avant et il y a un après, donc si vous êtes par là, donc c'est à Paris mais c'est aussi en distanciel, du 15 au 16 octobre prochain, à la Cité universitaire internationale. On l'avait fait l'année dernière, mais on le refait, mais avec un ministre en exercice. L'année dernière, c'était une ex-ministre. Cette année, c'est vraiment avec un ministre en exercice. Et on pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je vous l'ai dit rapidement, on en parlera avec Laure, mais qu'effectivement, les complémentaires santé qui ont aussi parfois financé des pratiques, un peu délicates, l'idée, c'est effectivement de pouvoir sécuriser finalement les protocoles qui remboursent et que chaque euro qui est financé pour les personnes, serve évidemment directement aux personnes. Donc on a fabriqué collectivement un livre blanc, donc qui est à votre disposition. Vous en avez quelques-uns pour dire que finalement ça touche beaucoup de disciplines, du prescripteur à l'administrateur, à l'opérateur, jusqu'à l'évaluateur et jusqu'aux organisations professionnelles. On fait ce guide en accès libre, en français, en espagnol et en anglais. Évidemment, on est tous bénévoles dans cette histoire, mais voilà, si vous avez une langue maîtrisée, et que je ne veux pas m'adresser à quelqu'un de la FMA qui parle italien, mais voilà, si vous connaissez une autre langue, on est vraiment... vous êtes les bienvenus pour traduire, parce qu'on pense qu'encore une fois, on a une vocation universelle à travers ce qu'on est en train de faire. On en reparlera avec Laure, je pense que j'ai un petit peu débordé, donc je vais peut-être... Ok, alors peut-être un message. Non, tu n'aurais pas dû dire, mais je voudrais vraiment l'évoquer, parce que vous êtes évidemment venu ici, et donc la maladie d'Alzheimer est quelque chose qui doit vous préoccuper. Mais il est temps de clarifier ce qui relève du temps du divertissement, et de l'activité relationnelle, et dont c'est absolument indispensable. La musicothérapie est un magnifique exemple. Il faut absolument qu'il y ait de temps en temps des temps de musique, et que ça apaise les mœurs, et que ça fait du bien, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, mais Netflix fait du bien, ou n'importe quelle pratique fait du bien. Un coiffeur fait du bien, mais un coiffeur n'est pas un professionnel de santé. Un professionnel de santé est quelqu'un qui a un cadre éthique, qui a une méthodologie et qui a effectivement une capacité à mettre en œuvre les meilleures pratiques connues du moment pour qu'effectivement il y ait un impact qui soit majeur. Et l'un et l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, mais il y a des temps où la vie effectivement fait qu'on a des temps de partage, que c'est véritablement des temps importants, des temps sociaux indispensables à la vie. Mais à côté, il y a effectivement quelque chose qui relève d'une thérapeutique ou d'une prévention, mais sur lequel il y a une action avec des obligations de moyens et des obligations de résultats. Et une éthique qui va avec ça. Et là, on sent qu'après la Covid, on a eu une période un peu délicate sur laquelle il y a eu beaucoup d'ambiguïté entre l'un et l'autre. Et des gens se prétendent professionnels, je dis bien de la santé. Un psychologue n'est pas un professionnel de santé, au sens du Code de santé publique, mais il exerce dans le champ de la santé. Et donc c'est bien, et il revendique, le psychologue, des questions autour de l'éthique, de la relation, etc. etc. Donc ça, c'est à un moment donné où il faut bien clarifier et appeler un chat, et un musicothérapeute peut de temps en temps faire l'animateur, et que l'animateur, c'est intéressant, mais dans un autre temps, il est un vrai thérapeute qui doit utiliser la musique pour avoir un objectif de santé particulier. Et évidemment, c'est plus compliqué dans notre domaine, parce que, et c'est pour ça qu'on a eu quelques difficultés avec l'Europe, on a fait un événement le 5 décembre, tout est en ligne hein, si vous voulez le voir, à Bruxelles, avec le soutien de l'INSERM, sur lequel l'Europe est très intéressée par les produits. Un dispositif médical, c'est facile. Un produit de santé comme un médicament, c'est facile, c'est un produit. Mais nous, on fait des services immatériels. On fait quelque chose qui est immatériel. Il y a une première séance, une deuxième séance, une troisième séance. Et ça, c'est un peu difficile à qualifier. Mais grâce au numérique,
On va permettre de différencier, vous voyez dans ce schéma, l'idée qu'il y a des actions qui sont supervisées de santé et il y a des activités de la vie quotidienne. Et c'est très bien d'aller jardiner, d'aller danser, d'aller chanter, et ce sont des activités sociales, d'aller méditer, d'aller prier, peu importe, mais on est bien dans une activité sociale, alors qu'à côté on est dans une activité supervisée dans le cadre de la santé avec des objectifs ciblés et personnalisés. Et je voudrais finir par ça parce que je trouve que, effectivement, je voulais saluer la Fondation America Alzheimer. Ça a été la première fondation à flécher les appels d'offres. Moi, je ne connais pas beaucoup d'endroits en France où on est passé ça fait combien 5 multiplié par 7, c'est ça une augmentation de 700% de l'offre de financement à la recherche. Et Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie de ce que vous faites parce que vous avez été les premiers à dire intervention non médicamenteuse. Je pense que ça va suivre et qu'il va y avoir de plus en plus d'encouragement à la recherche. Et regardez ça. Donc PubMed, c'est la banque de données la plus connue sur les publications scientifiques dans le domaine médical et santé. Même si ce n'est pas tout à fait exhaustif, il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà, on tape intervention non médicamenteuse. Vous l'avez peut-être vu, combien on en trouve? On en trouve 12 347 publications avec le mot intervention non médicamenteuse. Et vous voyez que ça, même si Hippocrate en parle depuis 2500 ans, ça fait finalement que démarrer. Et ça s'est commencé à s'infléchir, mais grâce à la Fondation America Alzheimer, les publications vont être plus importantes. Et devinez combien, et j'ai fait la même chose avec le mot drug, le mot médicament, le mot chirurgie et le mot dispositifs médicaux. Dites un chiffre. On est à 6 millions pour le médicament. On ne voit pas bien, mais ici pour le médicament, vous voyez 6 millions de publications pour le médicament. 12 000 pour les interventions non médicamenteuses. Pour les chirurgies, 6 millions de publications d'articles scientifiques. Et pour les dispositifs médicaux, 2,5 millions. Donc on a un déficit important, parce que peut-être que parmi vous, il y a des psychologues, il y a des diététiciens, il y a des ergothérapeutes et autres, et vous avez effectivement, dans votre première génération, voulu défendre votre discipline en mettant le mot de votre discipline. Mais on est tellement éclaté et on est tellement divisé que finalement, on n'a pas une pression forte vis-à-vis des autorités. Et ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, est important de dire il est temps d'investir. Mais c'est comme si on avait un terrain vierge et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on vous a donné, à travers le modèle qu'on défend aujourd'hui à l'international, l'idée qu'on a une feuille de route et sur lequel on peut valider, on peut inscrire dans un référentiel une intervention qui va s'améliorer et s'implémenter. Et évidemment, voilà, je voulais vous remercier, donc merci infiniment du soutien que vous nous accordez et que vous accordez en fait aux jeunes qui sont là et qui, pour certains, vont faire des masters, des thèses, ou des moins jeunes qui ont envie de reprendre des études. Et je crois qu'on a beaucoup de boulot à faire ensemble. Voilà, merci de votre attention. J'ai simplement pas dit, mais je tiens aussi à les remercier. Hein. Ce travail, c'est aujourd'hui 32 sociétés savantes. C'est pas que nous, hein, la neurologie, la cardiologie, et plein de sociétés médicales, de santé publique. On a plein de soutiens d'associations. On a Alzheimer Europe, je tiens Angela Bradshaw, donc, qui est sur Alzheimer Europe, qui nous soutient, qui était présente lors de notre colloque à Bruxelles. Et on a également, puisqu'on est dans Alzheimer quand même, mais l'EBC, European Brain Council, donc le Conseil européen, parce que je pense que c'est une action qui se mène aussi au niveau européen pour avoir des financements sur le domaine. Et les académiques, là on en a quelques-uns, comme vous pouvez voir. Voilà, merci de votre attention. C'est le moment de poser les questions au professeur Nino, si vous en avez. On a un micro à votre disposition. Toujours la première, la plus difficile à poser. Posez la deuxième. Vous avez parlé que l'IA, elle allait faciliter à mettre en place ces protocoles, peut-être dans le suivi, mais je sais pas, je pose la question, dans quelle mesure? L'IA a besoin de se nourrir de codes d'intervention. Et le gros problème, c'est que l'IA, pour l'instant,
mesure à l'aveugle un temps de kiné, un temps d'ergothérapeute et un nombre de séances. Dans toutes les bases de données. Là, on est en train de fouiller la base de données 2022 du CHU de Montpellier. Ce qu'on repère, c'est que oui, le patient a vu un kiné, a vu un diète, etc. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, les exercices qui sont faits, c'est à l'aveugle. On ne sait pas. Donc est-ce que, je vais dire une bêtise, hein, mais le kiné a simplement fait de la pétanque avec un patient, ou est-ce qu'il a fait un réentraînement spécifique? On ne sait pas. Il n'y a pas de programme, il y a un acte. Un acte, c'est une séance. Et l'enjeu, c'est de nourrir les IA, non pas en disant, et si vous cherchez, vous allez voir, hein, vous tapez n'importe quelle IA, donnez-moi une psychothérapie utile dans l'Alzheimer. Mais en fait, ils vont être très très ambigus en disant, bah oui, il faut un psychologue avec, mais combien de séances, comment, dans quel contexte, etc. Il n'y a pas grand-chose. Et tout l'enjeu, c'est de lui apprendre à cette IA que cette intervention, ce protocole, ce programme s'appelle machin, et donc il y a un code NPI unique, dont les experts vont permettre finalement de le tracer, et demain elle va apprendre à dire que peut-être pour ce patient, pour ces raisons-là, dans la médecine de précision qui est en train d'arriver, demain effectivement il y a une combinaison entre un médicament et une intervention de médicamenteuse, ce qui arrive exactement dans le domaine du cancer, sur lequel on voit que tout le monde n'a pas le même cancer, même si c'est le même organe, c'est pas le même cancer. Et donc il y a des interventions qui vont être spécifiques là-dessus. Donc on rentre dans la médecine de précision. Et le job, il est immense parce que, ben oui, effectivement, pour l'instant, tout est à l'aveugle. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous présenter si vous voulez. Il marche. Oui, il marche. Mon nom, c'est Anne Pénaud. Je travaille à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et j'avais une question pour vous sur le marché du travail et notamment sur la crise qu'il peut y avoir dans le secteur des services et sur l'impact que ça peut avoir sur le développement des interventions non médicamenteuses et sur, positif, négatif, est-ce que vous avez peut-être la spécialisation, le fait des métiers qui sont peut-être un peu plus, ça peut peut-être être positif, mais d'un autre côté, il y a une telle crise est-ce que ça ne va pas freiner le développement aussi? Que ça fait plaisir d'avoir des économies de santé. La seule personne qu'on a pu avoir dans notre histoire s'appelle Lise Rocher. C'est elle qui a été à l'initiative du rapport de l'HAS et qu'on a intégré dans toutes nos réflexions. Et depuis, je me bats sur les réseaux sociaux pour dire quand est-ce que vous venez, les économistes de santé, c'est courageux mais c'est compliqué, à venir regarder plus précisément ce champ. Donc on a fait un petit peu de publi, et Michel Noguès, qui est l'ancien directeur adjoint de la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui a une vraie connaissance là-dessus, on a regardé un petit peu la littérature. Le marché des interventions non médicamenteuses, donc je l'ai publié aussi dans mon bouquin de 2019, c'est autant que la fabrication d'avions dans le monde. Et nous avons une industrie. Mais tant que les professionnels joueront de façon personnelle et qu'on ne regardera que le psy avec le psy, le diète avec le diète, la kiné avec, etc., on n'y arrivera pas. Par contre, si on voit l'économie que ça représente, vraiment au sens macroéconomique, des économies d'hospitalisation, des économies de chirurgie, donc toutes les économies directes, mais aussi tous les aspects indirects, du bien, entre guillemets, pour la famille, pour les aidants, pour l'activité économique dans son ensemble, et qu'on le regarde à ce niveau-là, mais on a plein de données aujourd'hui, et il y a eu les articles 51 qui sont passés au ministère de la Santé, sur lesquels ils sont en train de montrer, je vous le fais à la louche évidemment, et encore une fois je ne suis pas économiste, mais 1 euro investi, c'est 5 euros économisés, si on investit dans les INM. Après, c'est plus notre job, c'est aux décideurs politiques, et c'est à l'assurance maladie de faire ses choix, mais là, ils commencent à avoir peur, parce qu'entre guillemets, il y a du charlatanisme qui arrive dans tous les sens, et qui sont en train de faire des retards de diagnostic, parce qu'effectivement, on ne fait pas très très bien les choses, et qu'il est temps qu'on regarde un peu plus près. Et de l'autre, c'est que des robots. Et en disant, avec notre ami, je lui tape toujours dessus, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de dire,
faut un exutoire. Donc Laurent Alexandre, hein, vous l'entendez, hein, la vie des humains, c'est que de la transplantation avec des neurostimulateurs et ainsi de suite. Cette vision transhumaniste, mais en fait de quelques cinglés californiens. Mais personne veut finir sa vie en parlant avec un robot. Personne ne veut finir comme ça. C'est pas vrai en fait. Mais ils ont raison, c'est une industrie. Et donc, on a une action à faire pour que les soignants soignent des humains. Et on appelle les économistes pour dire... Et dans les bouquins qu'on a écrits, et dans celui-là en particulier, il n'y a pas qu'une valeur économique. Il y a aussi une valeur humaine, en fait, une valeur ajoutée sociale, au sens de j'ai un intérêt dans les territoires ou dans un certain nombre. L'humain qui soigne l'humain, c'est une valeur aussi importante, qui n'est pas que de l'euro, mais qui est des calculs au sens de cette valeur-là. Alors c'est la médecine fondée sur les valeurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est en train d'arriver en disant là, il y a une vraie valorisation à avoir. Mais on n'est pas économiste, donc on fait appel dans notre société savante, venez travailler avec nous pour estimer cette valeur-là. Et quand on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit mais mince, mais en fait, quelqu'un qui fait un suivi, ou quelqu'un qui fait des interventions non médicamenteuses, il a aussi un impact sur l'environnement. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il se rend compte qu'il peut peut-être se déplacer à pied, où il peut se déplacer à vélo, où il peut bref, il a aussi un impact environnemental et quelque part un engagement dans sa propre santé. Alors que, de ma génération, au siècle dernier, on disait ben non, toutes les thérapies génétiques ou géniques vont tout guérir. Et donc, attendez le médicament, ça va arriver. Ben non, c'est pas le cas en fait. Et donc, les interventions non médicamenteuses, c'est une manière de s'engager dans sa propre santé, de dire qu'on a vraiment aussi un impact significatif et qui va jusqu'à l'environnement. Et le dernier élément, et c'est aussi un élément important, c'est la question de la santé au sens large du terme, pas que de marqueurs de santé, mais aussi d'autonomie et de fonctionnement social avec les autres. Et que là, on voit des études qui sont en train de montrer, c'est notre modèle, notre recommandation aussi sur les études qui vont être menées, arrêter de mesurer que des marqueurs bio. Hyper fondamentaux, mesurer aussi des marqueurs d'autonomie, mesurer aussi des marqueurs d'anxiété, des marqueurs de fonctionnement social. Et là, encore une fois, quand on commence à regarder comme ça, et pas uniquement l'histoire de est-ce que tel taux ou telle variable biologique a évolué de telle virgule, etc. Mais non, y a-t-il des impacts significatifs sur l'autonomie ? Et là, on voit que les interventions non médicamenteuses ont effectivement des impacts très très importants. Maintenant, nous, on n'est que société savante. Derrière, c'est effectivement aux décideurs publics. Et on a convaincu le ministère, on a convaincu la Haute Autorité de Santé, on a convaincu les décideurs. C'est les décideurs qui doivent décider. Et puis après, c'est les payeurs qui doivent payer. Chacun son boulot. Nous, on peut faire que montrer que ça marche. Alors, si vous avez d'autres questions, parce que le temps tourne, je vous propose de les garder pour tout à l'heure. Juste après les interventions, comme ça vous pouvez poser toutes les questions de manière à pas... Non, c'est moi qui interviens. Bien sûr. Rapidement répondre à quelques questions, à quelques points que tu as abordés. Merci Grégory. Et toi, j'ai peut-être trop vite. Attends, c'est sorti du... En fait, il y a une étude scientifique, plusieurs études scientifiques ont démontré que les femmes ne savent pas utiliser les prompteurs, je vais me le prouver. Mais non, je te laisse faire. Donc, merci Grégory, parce que tu as soulevé un certain nombre de points, effectivement, qui à la Fondation sont prioritaires depuis des années. Et on voulait vous présenter, juste avant l'intervention du docteur Laure Joitel, parce qu'il y a vraiment une interaction entre vos deux présentations. La Fondation mène depuis 2011 une étude tous les 3 ans sur les 14 700 structures qui accueillent des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou les troubles apparentés. Donc c'est une enquête très très riche, hein, il y a 40 pages, enfin. Et évidemment, depuis un certain nombre d'années, nous mettons des questions sur les INM. Ce qui est intéressant de voir, et on vous laissera découvrir les résultats après sur des flyers, c'est qu'on a vraiment senti une appropriation des interventions non médicamenteuses du corps médical, puisque les consultations de mémoire, qui sont la porte d'entrée pour le diagnostic, prescrivent de plus en plus des interventions non médicamenteuses. Le souci que nous avons, et tu l'as souligné, c'est qu'en fait, on ne prescrit pas une INM. On prescrit des séances de kiné, on prescrit des séances d'orthophonisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de remboursement et qu'on est sur les actes. Résultat, on parle de stimulation cognitive, on parle de réminiscence, mais on ne prescrit jamais de l'orthithérapie, par exemple, ou de la musicothérapie, où c'est très très rare. Donc ça, c'est vraiment le point qui blesse.
Et ce que l'on constate dans cette étude également, c'est qu'il y a une baisse des pratiques des interventions non médicamenteuses au sein des structures qui accueillent les personnes, ce qui est antinomique entre la FCM qui produit plus. Pourquoi? Problème de formation du personnel. Une confusion très forte entre ce qui est de l'activité et ce qui est une intervention non médicamenteuse. On est obligé à chaque fois de nettoyer l'enquête parce qu'on nous dit « mais si, on fait de l'orthithérapie, on a nos jardinières dans lesquelles on plante tous les ans nos pensées ». Et non, ce n'est pas ça. Donc ça, il y a vraiment un gros travail, problème de formation, problème effectivement de confusion entre INM et activité, et problème de financement. Parce que quand on veut faire appel à des professionnels des INM, il faut effectivement avoir une formation spécifique. Mais alors ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'était les autres freins qu'on pouvait rencontrer au niveau des parents, des patients et des proches eux-mêmes. Le nombre de fois où nous avons des appels, où France Alzheimer a des appels en disant « on ne comprend pas, on a prescrit de l'orthophonie à mon père, il a 80 ans, il sait parler, pourquoi on va lui faire faire de l'orthophonie ?» Il y a une vraie méconnaissance du rôle des kinés et des orthophonistes en dehors de ce que l'on connaît classiquement de ces métiers. Et ça, ce sont des réticences qui sont très très fortes, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Notre guide, effectivement, répond à une partie de ces questions et les professionnels dans les EHPAD, et je pense, Laure, que tu le confirmeras, l'utilisent. Mais il y a encore tout un travail de notoriété à mettre en place, pas uniquement au niveau des professionnels, justement, je pense aussi au niveau du grand public, pour pas qu'ils refusent une prise en charge qui leur est indispensable. Laure, je te passe la parole, parce que je pense que c'est toi qui vas pouvoir justement dire si ces chiffres-là, tu les retrouves au sein de ton groupe d'EHPAD ou pas. Alors je vais tenter quand même, malgré le sexe féminin. Ah, mais tu vas être plus bien que moi. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravie de co-animer cet after-work aux côtés de Grégory, avec qui on travaille, vous l'avez bien compris, depuis quelques années. Donc je me présente, je suis médecin gériatre depuis une vingtaine d'années. Je dirige une cinquantaine d'établissements médico-sociaux, des EHPAD, du groupe LNA Santé, mais j'ai travaillé également auprès de public Alzheimer, c'est plutôt ma population cible depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé au domicile, sur l'accompagnement, les consultations mémoire. Donc en fait, tout l'accompagnement du diagnostic jusqu'à l'entrée en EHPAD me concerne autour de l'Alzheimer. Donc l'idée, peut-être avant de commencer, de vous parler des INM en pratico-pratique, parce que là on a parlé de tout ce qui se faisait depuis quelques années avec la NPIs et ô combien on est ravis enfin que ça se structure. Il faut comprendre que les EHPAD n'ont pas attendu la NPIs pour commencer à faire de l'INM. Et avant de commencer, je voulais juste faire un petit zoom pour vous expliquer quel profil on accueille dans nos EHPAD aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille des profils très polypathologiques. Hein, donc PMP, GMP, ça ne doit pas vous parler, mais c'est des chiffres LNA, ça, juste pour vous dire qu'ils arrivent plus tardivement en EHPAD et ils sont donc très dépendants et très polypathologiques. Qui dit polypathologique dit beaucoup de médicaments. Donc un des enjeux de l'accompagnement de nos EHPAD demain, c'est probablement de diminuer progressivement l'usage des médicaments. Je ne dis pas de faire de l'INM à la place des médicaments, mais c'est comment on peut diminuer l'impact de la iatrogénie, des effets secondaires des médicaments chez ces sujets âgés. Ça, c'est quelques chiffres, hein, encore des données LNA Santé, hein, mais qui sont finalement assez extrapolables. Les chiffres pour vous expliquer que les résidents chez nous arrivent en EHPAD pour en gros 3 ans, 2,7 ans en moyenne. Donc, on a une espérance de vie en EHPAD qui est quand même courte. On n'est plus dans les maisons de retraite d'antan où on arrivait en disant « tiens, je vais finir mes jours à l'EHPAD et j'y reste pour 10 ans ». Donc on arrive très tardivement en EHPAD, ça c'est une première chose, et 70% des résidents qu'on accueille sont atteints cognitivement. Donc on est clairement sur une population de maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, pour 70% des résidents qu'on accueille. 50% d'entre eux vont chuter une fois dans l'année. Donc je vous ai mis en rouge ce qui était important, c'est que globalement 70% sont cognitivement atteints, très polypathologiques, plein de médicaments, des maladies associées, et surtout des chutes au cours de l'année. Donc c'est un vrai enjeu pour nous aujourd'hui d'accompagner autrement ces patients. Je vous ai mis 8% de Parkinson. Alors, quand vous parlez de maladies neurodégénératives, démence à corps de Lévy, démence frontotemporale, effectivement, il y a tout le syndrome parkinsonien apparenté qui est intéressant. Aujourd'hui, on estime à 8% de nos patients. C'est quand même un vrai enjeu autour des INM. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que je parle de l'Alzheimer. Mais voilà, c'était quelques chiffres pour vous dire que c'est notre sujet depuis des années. Chez LNA, mais ailleurs. Donc, LNA Santé, donc, voilà, groupe
groupe d'EHPAD, mais pas que, hein, on fait aussi du sanitaire, SMR, HAD, c'est mis dans l'axe stratégique, donc c'est l'entreprise qui s'est engagée. Donc l'entreprise a un projet stratégique qui s'appelle Grandir Ensemble, tous les 5 ans on le renouvelle, et là on s'est engagé dans les 5 ans à venir de faire de l'INM une proposition incontournable de soins. Donc c'est vraiment l'entreprise entière qui s'engage à mettre de l'INM en implémentation auprès des malades. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire, bon, entre tout ce que Grégory nous a présenté et la pratique, en fait, ça fait quand même 5 ans qu'on est engagé autour des INM, et on a quand même des freins. Donc je vais vous expliquer les freins pour pouvoir les partager. Les freins, ils sont minimisés chez LNA Santé parce que c'est quand même un enjeu stratégique, hein. Je pense que ces freins-là, vous allez les retrouver dans tous les EHPAD. Le premier frein, je reprends la slide de Grégory sur la terminologie. Moi, j'explique, quand je suis arrivée chez LNA il y a 5 ans et demi, en fait, j'avais des thérapeutes, donc des kinés, des APA, des psychomodes, des psychologues, qui me disaient, mais moi, je fais de l'INM, en fait. Depuis 20 ans, en fait, on leur a dit, il faut faire des thérapies non médicamenteuses, on fait des approches non médicamenteuses. La terminologie, en fait, n'était pas claire. Donc, on est arrivé à un flou artistique qui faisait que même la tarte aux pommes devenait thérapeutique. Et pour le coup, tout le monde avait l'impression de devenir thérapeutique parce qu'on avait fait, on n'avait pas de définition et pas de terminologie qui séparait ce qui était de l'occupationnel et ce qui était du thérapeutique. Donc ça, la terminologie, elle a été intéressante. Quand on a posé l'INM chez LNA Santé, ça n'a pas été, ça a été un des principaux freins parce qu'on s'est retrouvé avec des thérapeutes qui ont dit mais non mais attends, moi je fais de l'INM et c'est pas ce que tu me dis en fait. Donc deuxième frein, ça a été la définition. Donc là il a fallu acculturer un ensemble de professionnels. Je vais peut-être revenir sur ce que j'ai montré tout à l'heure, qui n'était peut-être pas décrit, mais je vous ai mis tous les professionnels qui gravitent autour du résident en EHPAD. Il n'y a pas qu'un médecin, il y a des thérapeutes, que je vous ai mis en bleu, hein, il y a des kinés, des psychologues, des ergots, des psychomodes, des APA, on a des médecins bien sûr gériatres, mais on a aussi des infirmiers, des maîtresses de maison, enfin c'est des soignants ASG. Donc tous ces professionnels de santé, il a fallu les embarquer dans ce qu'était la définition de l'INM. Sur 50 établissements, ça fait beaucoup de personnes. Donc le premier frein, ça a été ça. La définition, donc je ne vais pas vous la répéter, mais le protocole, alors passer d'une activité à un protocole, avec un rythme de séance, une posologie, pour eux c'était incompréhensible d'un seul coup. Pour certains, la résistance c'était de dire mais attends, c'est pas le docteur Joitel, les MPIS qui va m'expliquer comment je travaille. Ça peut être aussi perçu pour des professionnels qui ont l'impression de faire de l'INM depuis des années comme un affront que de revenir sur une définition. Donc il a fallu vraiment acculturer de manière progressive et je vais vous expliquer la méthode qu'on a utilisée. Je pense qu'elle est plutôt une bonne méthode. Donc il a fallu modifier les pratiques. On passait d'une activité à un protocole de soins, on posait un objectif en soins, qui n'était pas posé initialement, ça fait du bien, mais on disait mais pour quelle raison? Est-ce que c'est l'anxiété, que ça va marcher sur la prévention des chutes? Et surtout on imposait que ça soit évalué. Donc en fait il a fallu modifier les pratiques. Premier frein. À l'époque on n'avait pas de référentiel. Hein, c'était il y a 5 ans, il a fallu amener et on n'avait pas... Parce qu'on aurait pu très bien dire, bah voilà, vous avez le guide de la Fondation Méditerranée Alzheimer, il y a éventuellement le référentiel, bah vous allez faire comme ça dans vos EHPAD. On a décidé de faire autrement et je pense que ça a été une méthode assez intéressante. Alors je la partage parce que je me dis que dans les autres établissements, ça pourrait être la façon de faire. Donc en 2020, l'histoire commence en 2020, il y a 5 ans. En 2020, en gros, on fait un premier questionnaire qui dit aux EHPAD, est-ce que vous faites de l'INM? Typiquement le questionnaire, hein. Est-ce que vous faites de l'INM? Et si vous en faites, qu'est-ce que vous faites? Et qui les fait? Qui les assure? Enfin voilà, on fait le questionnaire global. Et là, on se retrouve avec une vingtaine d'INM déployés. Ils nous disent qu'ils font 13 INM par établissement en moyenne. Et là, je dis, wow, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment d'INM. Mais à l'époque, on a des quantis, quoi. D'accord? On arrive avec cette nouvelle définition de dire, attention, l'INM, c'est peut-être pas ce que vous êtes en train de faire, mais par contre, vous faites des trucs super. Donc, on a pris la méthode inverse. C'est pas de dire l'INM, c'est ça, et voilà comment vous allez travailler. En fait, ce que j'ai proposé aux thérapeutes qui font de l'INM depuis 10 ans, 15 ans pour certains, c'est de dire, en fait, vous allez m'expliquer ce que vous faites. Quand vous faites de la médiation par l'animal, quand vous faites de l'art-thérapie, de la musicothérapie, vous allez m'expliquer ce que c'est que la séance, le contenu de la séance. Vous allez me donner le cadre, la fréquence, idéalement la biblio dessus pour s'assurer que ça marche. Je vais vous demander sur quelle formation vous basez, sur quelle base physiologique, quelle évaluation, quel objectif en santé, indication, contre-indication. Donc en gros, j'ai demandé au thérapeute de rentrer dans le cadre d'une INM. Et ça a été plutôt assez favorable parce que
on modifiait les pratiques en les mettant en partie prenante. Donc on s'est retrouvé avec 120 thérapeutes qui ont travaillé à l'élaboration de ce qu'on appelle un guide, qui n'est pas un guide du tout, hein, qui n'est pas ni un référentiel ni le guide de la Fondation Médéric. Alzheimer, c'était vraiment un guide d'usage qui disait « Demain, je suis psychomotricien, j'arrive chez Alena Santé, je veux mettre en place c'est quoi la séance, comment je la protocolise, comment je la trace dans le logiciel de soins, enfin, c'est de l'usage, quoi. » Donc là, on est plutôt content, c'est en 2022, et puis en 2023, puisqu'on a toujours, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, une exigence et un petit doute, on renvoie un questionnaire. Il y a ce guide, on a tout fait ce travail, ça a duré 2 ans de boulot, on se dit waouh, on a dû avancer. Et là, on demande, on fait un questionnaire établissement, je vous ai donné quelques résultats, mais pas la totalité. En gros, on est content. 90% nous disent on utilise le guide en staff résident, parce qu'on met en place, pour mettre en place les séances, ça nous aide en usage. Donc bref, on se dit waouh, super, ça marche. Deuxième constat, on se retrouve avec des soignants qui disent « Mais attendez, moi je suis aide-soignant, je suis ASG et je faisais de l'INM avant. Et aujourd'hui, je ne peux plus en faire parce que c'est finalement un thérapeute formé qui doit le faire. » Donc on a à la fois les thérapeutes et les soignants qui apparaissent en disant « Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ?» On parlait tout à l'heure, madame, vous posiez la question plutôt économique, mais il y a une autre question qui est l'attractivité des métiers du soin. Je pense que l'INM, c'est réellement... Enfin, il y avait cette question-là, hein, de l'attractivité des métiers du soin. Je pense que l'INM, c'est, à mon sens, un des défis majeurs de demain, c'est de rendre attractif le métier du soin en EHPAD, et ça passera par l'INM. Donc les soignants apparaissent un peu dans le paysage, c'est plutôt chouette, les médecins ne répondent pas trop, donc je vais vous expliquer un peu. Et puis surtout, il y a 75% des répondants qui, malgré le guide, disent « Mais nous, on veut être formés en fait. Vous êtes bien sympa, mais nous, on a un guide d'usage, mais on n'a jamais été formés. » Et puis, au rythme de mes visites en EHPAD, j'ai dit est-ce que ça c'est une activité, est-ce que ça c'est une INM, est-ce que la bientraitance ou l'humanitude c'est une INM, enfin, est-ce que la discipline c'est une INM? On se rend bien compte que les questions elles persistent, donc on est un peu déçus, enfin me concernant je le suis un peu, de temps de travail à me dire qu'il reste encore des incompréhensions. Donc on décide de se dire, eh ben, on y va, on repart sur un guide V2, donc on repart sur un guide d'usage. Et voilà, qui n'est pas disponible, hein, qu'on garde pour nous, c'est vraiment un outil de travail. Par contre, je vous propose cette représentation qui est peut-être, qui vous paraît peut-être un peu ludique, mais qui, à mon sens, est très compréhensible par tous les professionnels en EHPAD. En gros, je vous ai montré qu'autour du résident, aujourd'hui, on a le médecin qui prescrit du médicament, parce que, encore une fois, je rejoins Grégory, on lui a appris qu'une chose, hein, c'est d'examiner un malade et de prescrire un médicament dans une ordonnance. On ne lui a pas appris autrement. Pour l'instant, vous avez des médecins, vous avez des thérapeutes, ce que j'appelle les thérapeutes, psychologues, psychomotes, ergo, enfin voilà, et vous avez des soignants. Et donc, en fait, tout le monde fait finalement des approches non médicamenteuses. On fait tous du non médicamenteux. L'idée, c'est comment l'INM s'intègre dans une systémique non médicamenteuse. Ok ? Je sais pas si... Et en fait, ce schéma-là, il a réconcilié tous les professionnels autour de l'INM. En disant, c'est pas grave si vous ne faites pas de l'INM, ce schéma, il se lie en centrifuge, c'est-à-dire c'est d'abord le questionnement sur l'environnement. Avant même de vouloir faire de l'INM, questionnez-vous sur l'environnement. Questionnez-vous sur les approches de soins non médicamenteuses, Montessori, validation, voilà, ça c'est des approches de soins, ce n'est pas des INM. Après, vous pouvez mettre en place des activités one-shot qui font du bien. Aller planter dans le jardin, faire de la tartothérapie, enfin la tarte aux pommes on va dire maintenant. Et une fois que vous avez mis en place toute cette systémique non médicamenteuse, cette philosophie non médicamenteuse, il est alors possible de mettre en place de manière collégiale, pluridisciplinaire, une INM avec des objectifs en santé. Et en fait ce schéma il paraît rien, mais il a permis de réconcilier des acteurs très engagés auprès des résidents depuis des années autour du non médicamenteux dans la compréhension des grades d'une systémie non médicamenteuse. Voilà. Je pense qu'on a réussi, au bout de 3 ans, à arriver sur lever le frein de est-ce que c'est une activité, est-ce que c'est une approche, est-ce que l'environnement est non médicamenteux. Voilà, ce schéma, vous pouvez le reprendre, enfin, voilà, il n'y a pas de... il est ludique, mais il a permis, comme quoi parfois c'est simple, hein, le visuel permet juste la compréhension. Troisième frein, de notre côté, ça a été, je vous ai dit, 75% des salariés nous ont dit mais nous on veut être formés. Les freins, c'est qu'aujourd'hui la formation, en fait, hors LNA, on n'en avait pas beaucoup. Il y a le DEI PSE qui a, avec Hervé Platel au CHU de Caen, qui est plutôt chouette, qui est une formation diplômante. On a peut-être NPS qui demain réfléchit à pouvoir donner des badges, des open badges, c'est-à-dire des validations d'acquis sur des praticiens en fait, pour être validés à la méthodologie et en tout cas au modèle NPIs.
Mais en interne, on n'avait pas de formation. Donc là, ça, je vous dis ce que nous, on fait chez LNA Santé, parce qu'on a un centre de formation. Donc on a plusieurs niveaux de formation, et donc on a validé les 2 premiers niveaux. Donc l'ensemble des établissements, ça c'est important pour partir sur un établissement complet. J'insiste, je ne sais pas qui est dans la salle, mais notamment s'il y a des directions d'établissement. Ce qui a modifié complètement la donne, c'est que donc on a fait des séances de sensibilisation sur tous les établissements, avec tous les professionnels. Soignants, non-soignants, direction, accueil, tout le monde devait être sensibilisé à ce qu'était l'INM, ce qui n'en était pas. Histoire de ne pas penser que l'INM c'est juste pour les sachants. Et donc, dans cette phase de sensibilisation, on a même sensibilisé, on a fait des portes ouvertes, des conférences auprès des aidants. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, un aidant, c'est plutôt chouette, mais en fait, il ne comprend pas trop ce que c'est. Et donc, de bien faire la distinction dans cette systémie non médicamenteuse, qu'est-ce qu'est de l'INM, qui est réellement du soin avec un objectif en santé. Donc voilà, on en est là, nous ça a été un des freins, hein, cette formation elle arrive tardivement. Hein. Le projet, je vous ai dit, il a commencé en 2020, on est aujourd'hui en 2024, 4 ans plus tard. Donc moi je suis assez patiente et je pense qu'on va y arriver. Et enfin, une vraie force, mais ça c'est la force et c'est ce qui nous réunit aussi ici, à la fois avec la Fondation, à la fois avec Grégory. On a la chance chez LNA d'avoir un pôle de recherche avec des attachés de recherche clinique. Donc on déploie de la recherche méthodologique à destination du non-médicamenteux, c'est pas que l'INM. Par exemple, on a une recherche sur les tenues civiles, on a une recherche sur Esprit Libre, Bersitude avec le CHU de Nice, Opposic qui est plutôt de la musicothérapie globale mais avec une posologie qu'on essaie d'évaluer. Donc on a des attachés de recherche clinique aujourd'hui et donc un pôle de recherche qui est favorable, qui a compris l'enjeu de la NTIs, qui dit demain, parmi les 12 000 recherches, en fait on fera partie de ces recherches-là dans PubMed demain parce qu'il va falloir avancer dans la recherche. J'insiste quand même sur les INM là et les projets de recherche. Il y a peu de projets de recherche sur cette population cible de sujets âgés polypathologiques. Donc il va falloir aussi aller sur cette cible-là parce qu'il y a une méconnaissance complète aussi des mécanismes physiopathologiques. Donc demain, on a un entrepôt de données de santé en plus chez LNA, ce qui nous permettra d'avoir en fait ce dont tu parlais tout à l'heure, donc d'avoir de la recherche clinique. Bon. Tout ça pour dire que la recherche nous fait avancer et que ça c'est la vraie force. Mais d'abord, il a fallu 4 ans d'accompagnement, d'acculturation des équipes. Donc ce qui se joue dans l'entreprise LNA Santé, qui est très favorable à l'INM, mais encore une fois qui a plutôt impulsé ça, ça se joue à l'échelle de toutes les EHPAD de France et de Navarre. Donc comment accompagner les EHPAD dans ces espaces-là? Alors on a essuyé les plâtres, hein, les freins, donc peut-être que déjà l'expérience, les retours d'expérience peut nous aider, mais moi j'y crois. Donc voilà, le défi de demain c'est faire de l'INM proposition incontournable, j'y reviens pas. Je pense que le profil du sujet âgé polypathologique, qu'il soit Alzheimer ou pas, mais encore une fois le sujet aujourd'hui c'est maladie d'Alzheimer, on le voit, là on teste, je parlais tout à l'heure d'Opposic, mais c'est un dispositif médical, c'est le Musicare, donc la musico, c'est pas un intervenant en musicothérapeute qui va faire un protocole, mais on va essayer de protocoliser le dosage en fait. Donc l'idée c'est comment on acculture un terrain à l'INM et comment on va enrichir la recherche pour aller plus loin demain dans ce sujet vaste de la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Et je ferme la parenthèse, enfin je vais terminer là-dessus, mais qui n'est pas la maladie d'Alzheimer, parce qu'on l'INM, je dirais grâce à la Fondation Médéric Alzheimer, l'INM c'est très associé à la maladie d'Alzheimer, dans les EHPAD, en tout cas, ce qui est plutôt super. Hein. Je pense que le guide est venu vraiment mettre l'INM au centre des EHPAD, mais autour de l'Alzheimer. Il a fallu expliquer aux professionnels que l'INM, ça pouvait être aussi dans les contextes de soins palliatifs. On pouvait aussi le déployer dans les gestions de plaies chroniques, les voilà, en fait on a des possibilités. L'INM, c'est pas que le malade d'Alzheimer, c'est aussi toute la population âgée polypathologique qu'on accueille dans nos EHPAD. Donc voilà, merci beaucoup pour... C'est le temps des questions. C'est la 3e qui dure. Je vous remercie de votre intervention, les 2 interventions d'ailleurs qui étaient très intéressantes. Moi je suis néophyte sur ce champ, je découvre et j'ai beaucoup apprécié votre présentation parce que j'avais justement une question de terrain et c'était comment acculturer les professionnels, mais dans le cadre associatif, d'autant plus que déjà dans le monde professionnel, dans l'institution, pareil,
difficile, mais dans le cadre associatif d'autant plus à cause des statuts, et notamment la question du bénévole, qui souvent était un professionnel de santé, plusieurs fois, des fois pas, et donc ça vient complexifier davantage cette appropriation, cette intervention aussi qui peut être faite dans les associations. Donc voilà, c'était ma question. Mais comment accompagner finalement ces institutions-là dans cette démarche, alors qu'elles pratiquent, qu'elles proposent, peut-être sous format d'activité, comme vous dites, ou alors d'actions ponctuelles, de one-shot, comment les accompagner? Je vais te laisser Grégory peut-être répondre sur NPIs et peut-être éventuellement ce que vous projetez demain, cette question de la formation, sensibilisation ou formation, c'est deux choses différentes, mais déjà sensibiliser à ce qu'est l'INM, ce qui n'en est pas, c'est un enjeu. Nous on a créé notre propre support, alors après il est diffusable. Je pense que la NPIs peut aussi demain jouer un rôle d'avoir des supports communs à tous, de sensibilisation, des espaces de formation sur les praticiens, mais pas que, aussi sur les chercheurs. Donc je pense que c'est à la société savante, non pas de former, mais de pouvoir donner la possibilité des supports, de les partager pour une diffusion complète de sensibilisation, quoi, de tout le terrain, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis parce que sur le DU et PSE, il faut savoir qu'il est né ici dans les locaux de la Fondation, c'est la Fondation qui est à l'origine de ce DU, et en fait il ne fonctionne pas, on n'arrive pas à recruter des étudiants. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu avec l'esprit que les DNM s'étaient destinés aux psychologues. Et en fait, on n'arrive pas à mobiliser les autres professions dans ce DU. Et alors, nous, on a des professionnels, parce que moi, j'ai réussi à avoir 5 places. Donc, tous les ans, je mets des professionnels de LNA à ce DU, parce que je trouve qu'il est quand même super, et bravo de l'avoir créé, généré. Il y a une grosse question qui m'est posée, et ça, je trouve ça positif, et je reviens sur l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, c'est les ASG, assistantes de soins en gérontologie, qui sont des soignants, mais des pépites auprès des malades, et qui demandent à avoir accès à ce DU, qui est refusé aujourd'hui, parce qu'on demande un bac+4. Et pour le coup, je pense qu'il faudrait un DU accessible à ces ASG pour pouvoir diffuser vraiment. Et je reviens sur la question qui était hyper importante de madame tout à l'heure, sur l'enjeu de demain dans le vieillissement de la population et l'attractivité des métiers du soin. L'INM a son mot à dire. Enfin, je pense que ce sera une des clés d'attractivité, mais il ne faudra pas faire du thérapeute exclusif. Il faudra peut-être former des ASG à une discipline. C'est ce qu'on s'est permis de faire d'ailleurs dans le guide, enfin en tout cas d'usage, c'est de dire qu'un soignant pouvait assurer la séance s'il était supervisé par le thérapeute. Ce qui permettait aux soignants, voilà, je parle dans tous les sens, mais c'était important que les soignants et les aides-soignants soient valorisés là-dedans. Vas-y. Je voulais dire juste un point sur la formation. Il y a la formation initiale et la formation continue. On a réussi à faire passer pour les formations médicales, en 5e année, 20 heures de cours obligatoires sur les interventions non médicamenteuses, depuis septembre 2020. Donc on n'est qu'au début de l'histoire, et on souhaiterait que toutes les formations, donc on est en train de sensibiliser toutes les formations, tous les professionnels de santé ou les universitaires, à offrir ces cours. Nous, on les donne, ces cours, pour qu'ils puissent être faits par des collègues universitaires, et qu'à chaque fois, ce soit en systématique. Après, il y a la formation continue. Ce qu'on souhaite faire à la NPI, c'est, on avait longtemps réfléchi, on ne veut pas être un organisme de formation. On veut donner nos blocs de formation parce qu'effectivement, comme le dit Laure, s'il faut qu'on ait un DU à X ou Y, non. Il faut que dans ces formations, des boîtes qui font de la formation continue récupèrent nos blocs de formation et nos diaporamas et puissent les diffuser. On est une société savante, on partage la connaissance. Et le troisième point que vous évoquez avec la question des usagers, des aidants au sens large, et à mon avis, de tous ces représentants-là, on a besoin d'actions de sensibilisation. Laure le fait très très bien, mais il est temps qu'on communique ensemble. On essaye, nous, de taper à la porte de l'assurance. On rêve de ça, hein. On n'y a pas réussi encore, mais assurance maladie, Haute Autorité de Santé, CNSA et toutes les associations qui le souhaiteraient pour faire une action de communication. On communique toute la journée sur les médicaments, des messages télé et ainsi de suite. Pourquoi il n'y aurait pas à un moment une action de communication avec un grand communicant, je ne sais pas qui, mais pour dire véritablement ça et que ça passe. Et c'est effectivement là un gros boulot. On croise les doigts pour le dire lors de notre congrès, pour qu'effectivement des communicants, on les invite, et on sent qu'il y a des podcasteurs, il y a des vidéastes, il y a des youtubeurs là, qui commencent à dire « Waouh, ils emploient le bon mot, c'est chouette, on a compris ce qu'il y a derrière ».
Mais on a besoin de vous aussi, et si vous avez si vous voulez contribuer, je pense que un usager ou un aidant va mieux communiquer que nous sur les interventions médicamenteuses. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que notre guide, il a été décliné en fiches pratiques pour les aidants, Ouais, qui sont téléchargeables sur le site internet. Ils sont super. Exactement.